Moi, j'ai fait beaucoup d'histoire du temps présent. L'histoire du temps présent, c'est l'histoire de l'époque dans laquelle nous vivons. Grosso modo, on dit que ça commence en 1945, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais en réalité, beaucoup de choses sont déjà en place dès les années 30. Question de la dette, question de l'inflation, question du chômage de masse, question d'intervention de l'État, du keynésianisme, Keynes c'est les années 30, du totalitarisme, des fausses informations, le nazisme, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la mise en place des régimes totalitaires, les résurgences du totalitarisme. Bref, tout ça, ça compose une époque qui est à peu près la nôtre, avec ces schémas mentaux qu'on a, la crainte du génocide, la crainte de la destruction de masse, la crainte aussi de la brutalité qui est omniprésente dans nos sociétés, et puis tous les outils de solidarité qu'on a mis en place depuis les années 30, que ce soit l'intervention de l'État, que ce soit la sécurité sociale à partir de 1945 en France, en Grande-Bretagne, un peu partout. Donc voilà, ça compose une époque dans laquelle je me sentais bien pour réfléchir et dans laquelle j'ai réfléchi sur l'Italie, les partis socialistes et puis évidemment l'Allemagne nazie. Ensuite, il y a une autre partie de mon travail qui consiste à réfléchir aux motivations et aux mécanismes historiques. Et c'est dans cette partie-là que se trouve le concept d'histoire potentielle, parce que l'idée c'est qu'à un moment donné, les acteurs sont face à des choix multiples et qu'ils vont emprunter une voie, alors qu'une autre pourrait sembler plus évidente. Donc qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un cliquet qui a fait basculer dans une direction ou une autre? Ça permet cette idée d'une histoire alternative, d'une histoire qui n'a pas été, mais qui aurait pu être, donc d'une histoire potentielle. Ça permet de mieux éclairer les choix d'acteurs en situation. Mais on tombe dans la littérature. Ça peut être de la littérature, le mot qu'on utilise plutôt c'est de la fiction, mais en réalité je pense que la fiction a un rapport étroit avec les faits tels qu'ils se déroulent. Nous avons des schémas mentaux, nous avons un imaginaire qui nous guide, on a parfois l'impression d'être enfermé dans des choix, et l'histoire pourtant va être différente de celle dans laquelle nous pensions nous diriger. Donc c'est intéressant de voir quelles sont les contraintes qui pèsent à un moment ou à un autre sur une situation entre acteurs. Ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, c'est une situation qui peut donner lieu potentiellement à plein de choses. Je peux me lever, décider de partir, je peux hurler, Sofiane peut commencer à m'insulter parce qu'il n'est pas d'accord avec moi, Lucas peut considérer que tout ce que je dis c'est des conneries, peut se mettre à être hyper ironique, la situation peut partir complètement en vrille, comme toute situation humaine. Ou il peut y avoir la situation dans laquelle plutôt on s'engouffre, c'est-à-dire une interview normale autour d'une thématique qui sera celle de la richesse. Voilà. L'idée qu'on avait, c'est que les acteurs ont construit des possibles. Un exemple, les armées ont systématiquement des plans d'action. Elles travaillent d'ailleurs en fonction de ces plans. Aujourd'hui, on a un plan stratégique qui a été mis en place, qui a été discuté il y a environ 2 ans par le chef d'état-major de l'armée de terre à l'époque, qui était le général Thierry Burkhardt, qui est devenu maintenant le chef d'état-major des armées, donc qui commande tout. Et lui avait à l'époque l'idée qu'on allait avoir, un mot qu'on entend beaucoup dans l'actualité, on allait avoir un retour de la haute intensité. Pourquoi? Parce qu'il disait on a été beaucoup dans des conflits à basse intensité, c'est-à-dire des conflits entre puissances inégales. Les djihadistes du Mali contre l'armée française, a priori c'est pas le même nombre d'hommes, c'est pas la même chose, donc on appelle ça conflit à basse intensité. En plus c'est des conflits où pour arriver à tuer une personne c'est parfois très compliqué, c'est des millions de kilomètres carrés à surveiller, c'est des zones avec des rochers, des anfractuosités, donc voilà. Donc à la fin on va peut-être avoir 1 an de conflit et on aura peut-être 200 morts. Dans le conflit israélo-palestinien, je me trompe peut-être à quelques unités près, mais il me semble qu'on est à moins de 35 000 morts dans le conflit israélo-palestinien depuis le début. Donc ça veut dire que sur pratiquement 70 ans, on n'a eu que ça. Si on prend ce qui s'est passé rien qu'en Syrie, c'est 200 000 morts en 2 ans. Donc vous voyez, là on est vraiment dans des différentiels c'est des formes de conflits beaucoup plus subtiles, beaucoup plus ténues. La haute intensité, c'est ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Donc voilà, donc notre général, le chef d'état-major de l'armée de terre, il avait des schémas d'action. Et c'est très important ces schémas d'action parce que ça veut dire potentiellement comment on doit s'équiper. Donc ça veut dire comment est-ce qu'on voit l'avenir. Donc c'est un potentiel et on peut essayer de le tester. C'est-à-dire aujourd'hui, une bonne partie des plans militaires suppose qu'on aura des conflits spatiaux.
et qu'il y aura des destructions satellitaires qui seront effectuées par différents outils. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des satellites armés, ce qui est contraire théoriquement aux accords internationaux qu'on a mis en place, mais qu'on aura des satellites armés, ou sinon qu'on aura des outils qui seront utilisés depuis la Terre pour abattre des satellites. Donc après, ça veut dire qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce que les accords qu'on a imaginés, qui étaient des accords sur des satellites, donc en gros qui avaient des volumes un peu importants, 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, est-ce que ça compte, les accords internationaux, si on est dans du micro? C'est-à-dire si j'envoie par exemple un petit outil de circulation spatiale qui fait un diamètre de 5 à 7 cm, qui peut être téléguidé, est-ce que ça compte? Ou est-ce que c'est en dehors des traités et des accords qu'on a faits? On n'avait pas pensé par exemple aux micro-outils militaires dans les accords spatiaux. Donc voilà, qu'est-ce que ça dessine? Imaginons qu'on prenne ça au sérieux, dans 10 ans, comment ça se passe une guerre dans l'espace? Entre puissances spatiales, il y en a plusieurs, y compris la France. Voilà. Est-ce qu'on peut neutraliser un satellite uniquement avec des ondes magnétiques? Voilà. Comment est-ce qu'on va fonctionner?